La présentation va débuter dans 2 minutes. La présentation va débuter dans 1 minute. Donc, nous allons maintenant débuter la présentation. Bonjour et bienvenue à cette web diffusion intitulée Cancer et jeunes adultes, défis et solutions. Donc, je me présente, mon nom est Joliane Pelletier et je suis chef des services à la communauté pour la région du Québec et d'Ottawa à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Donc, je serai la modératrice de cet événement en ligne. La présentation principale sera d'une durée d'environ 25 minutes et elle sera suivie d'un panel composé de jeunes adultes en rémission d'un cancer du sang. Ils partageront leur expérience personnelle avec nous et ce pour une durée approximative de 20 minutes. Nous terminerons ensuite avec une période de questions. Donc, vous êtes tous en mode silencieux vu le grand nombre de participants. Je vous invite tout au long de la présentation à taper vos questions et commentaires dans la section questions-réponses que vous voyez au bas de l'écran, donc Q et R. Si votre Zoom est en anglais, ça sera peut-être Q&A. Donc, vous pouvez nous écrire vos questions, vos commentaires et nous allons en lire certaines à voix haute à la fin de la présentation. Aussi, notre conférence est enregistrée. Il vous sera donc possible de la réécouter sur notre site Internet et nous allons vous envoyer un lien lorsqu'elle sera disponible. Avant de commencer la présentation, j'aimerais vous partager notre mission et quelques ressources qui pourraient vous être utiles. Donc, Billy, tu peux changer la diapositive. Notre mission à la Société de leucémie et lymphome du Canada, c'est de trouver un traitement contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leurs familles. Prochaine diapo. Aussi, nous sommes là pour vous aider. Donc, nous offrons du soutien aux personnes touchées et à leurs proches tout au long de leur parcours. Vous voyez en ce moment nos coordonnées à l'écran, donc notre site Internet, notre ligne téléphonique, ainsi que l'adresse courriel de ma collègue Pascal et moi. Donc, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. Si vous cherchez de l'information, ça va nous faire un réel plaisir de vous aider. Prochaine diapo. Donc, en septembre, nous lancerons notre nouveau site Internet où il vous sera possible de consulter une toute nouvelle section qui se dédiera entièrement aux adolescents et aux jeunes adultes. Vous y trouverez une variété d'outils et de ressources telles que des feuillets informatifs sur comment composer avec les différents aspects du quotidien qui peuvent être impactés par la maladie, des web diffusions, des vidéos animées, ainsi qu'un blog et des balados qui vous donneront l'occasion de lire et d'écouter l'expérience de jeunes adultes touchés par un cancer du sang. Je vous invite donc à visiter le cancerdusang.ca. Prochaine diapositive. Ce printemps, nous avons lancé une série de balados animés par une jeune adulte de notre communauté. Puis, dans chaque épisode, elle s'entretient avec d'autres jeunes provenant de différentes villes du Québec, puis ils discutent ensemble de leurs expériences respectives avec plusieurs enjeux tels que le cancer et la fertilité, la parentalité, la sexualité, la spiritualité, la reprise d'une vie active et bien plus. Donc, ils sont tous disponibles en ce moment sur notre chaîne Balado Parlons des cancers du sang, que vous pouvez retrouver sur vos applications préférées comme Spotify, Apple ou Anchor. Je vous invite aussi à vous y abonner, comme ça vous allez être assuré de ne rien manquer du nouveau contenu qu'on y ajoute régulièrement. Et 2 de nos panélistes d'aujourd'hui ont justement participé à l'un de ces balados.
Prochaine diapo. Si vous aimeriez échanger avec quelqu'un qui a vécu une situation similaire à la vôtre, c'est possible de le faire avec notre programme de soutien par les pairs. Donc, c'est des bénévoles formés qui donnent de l'information et un soutien empreint d'empathie en témoignant de leur expérience avec un cancer du sang. Puis, dans la mesure du possible, on essaie de jumeler les participants et les bénévoles en fonction de leur âge, de leur sexe, de leur diagnostic, aussi du sujet précis qu'ils souhaitent discuter. Prochaine diapo. Donc, en novembre 2020, nous avons formé un comité consultatif composé de 8 jeunes adultes âgés entre 20 et 39 ans, provenant de différentes provinces du Canada. Puis, ce comité avait pour mission de nous aider à développer des ressources éducatives, à prioriser les sujets à aborder et à nous aider à identifier les manques possibles. Donc, c'est grâce à leur implication qu'il nous a été possible de créer de nouvelles ressources dédiées aux adolescents et aux jeunes adultes à l'image de notre communauté. Prochaine diapo. Donc, il est maintenant temps de vous présenter notre conférencier, Billy Vinette, candidat au doctorat des sciences infirmières à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Donc, dans le cadre de ses études à la maîtrise, il s'est intéressé plus particulièrement à l'apprentissage de la gestion des symptômes auprès de jeunes adultes atteints d'un cancer du sang qui ont reçu une greffe de cellules hématopoïétiques. Il a œuvré plus de 6 ans au sein du programme de cancérologie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. Il a aussi collaboré à l'implantation des CAR T-cells dans cet hôpital et a été responsable du programme de formation des infirmières œuvrant en oncologie. Et ses intérêts de recherche portent sur la gestion des symptômes durant et après la période des traitements contre le cancer auprès de différentes clientèles. Le doctorat qu'il réalise présentement porte sur l'utilisation sécuritaire du cannabis dans la gestion des symptômes de personnes atteintes d'un cancer. Donc, Billy, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Juliane. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être tous et toutes présentes aujourd'hui. Les jeunes adultes qui sont touchés par le cancer ou atteints par le cancer, ça me passionne particulièrement. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous rencontrer, même virtuellement. J'aurais préféré que ce soit en personne, mais étant donné la COVID, effectivement, c'est peut-être préférable de le faire à distance. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous parler de quelques stratégies pour vous aider dans la gestion de certains de vos symptômes. Naturellement, c'est sûr que j'ai un temps qui est limité. Je n'ai pas pu couvrir tous les symptômes, mais j'espère que vous allez avoir quand même certains trucs et astuces qui vont pouvoir vous être utiles. Donc, avant de commencer, je trouvais important qu'on établisse ensemble qu'est-ce qu'un jeune adulte. Bien, un jeune adulte, généralement, on utilise certaines définitions pour déterminer qu'est-ce qu'un jeune adulte. Il y a des intervalles d'âge qui existent, entre autres le 12-39 ans, le 12-29 ans, le 18-29 ans. Personnellement, moi, j'apprécie énormément l'intervalle d'âge qui se situe entre 15 et 39 ans. Ça peut paraître un très grand intervalle d'âge pour définir un jeune adulte, mais en fait, ce n'est pas si fou que ça, parce que ça permet d'inclure, entre autres, les adolescents qui sont bientôt des jeunes adultes, mais ça permet aussi d'y aller jusqu'à 39 ans, qui est une période qu'on pourrait passer tardive, mais c'est encore un moment où les jeunes adultes sont en train de développer leur autonomie. On peut passer à l'achat d'une maison, on peut passer à fonder une famille, un emploi qu'on tente de gravir les échelons. Donc, ce n'est pas si fou que ça, en fin de compte, que l'intervalle se termine à 39 ans et que je retiens cet intervalle-là. Donc, mais pourquoi particulièrement les jeunes adultes? C'est quoi les différences avec les autres clientèles? Mais ça, c'est la question la plus importante parce que ce qu'on sait avec les programmes en cancérologie, et vous êtes probablement au courant, vous l'avez probablement vécu, mais les programmes de cancérologie ne sont pas forcément adaptés à vos besoins en tant que jeunes adultes. Ils sont plutôt adaptés à des besoins en général de personnes atteintes d'un cancer. Donc, ils ne font pas de distinction entre quelqu'un qui a 18 ans, qui a 29 ans, qui a 32 ans, ou qu'il y a quelqu'un qui a 65 ans ou plus. Et ça, c'est une problématique qui amène un accompagnement qui est un petit peu plus inadéquat ou plus difficile envers des jeunes adultes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais tenter de vous présenter certaines stratégies qui sont adaptées un petit peu plus à votre réalité. Je voulais quand même mentionner qu'il y a certains hôpitaux qui ont des programmes spécifiques pour le suivi des jeunes adultes atteints d'un cancer. Donc, l'hôpital juif de Montréal, justement, a une clinique qui est entièrement dédiée aux jeunes adultes atteints d'un cancer. Et ça devrait être beaucoup plus présent dans tous les milieux de soins au Québec parce qu'ils mettent vraiment l'emphase sur les jeunes adultes, sur leurs préoccupations, sur les ressources qu'ils ont besoin. Donc, mais pour l'instant, c'est sûr qu'au Québec, il y a très peu d'endroits qui permettent des soins plus spécialisés comme ça. On espère que dans les prochaines années, ça va arriver.
Pourquoi les jeunes adultes, particulièrement atteints d'un cancer, pourquoi c'est si important d'en parler? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cancer, peu importe chez qui il arrive, bien, il crée des impacts. Mais la différence entre un jeune adulte et une personne plus âgée, c'est que le jeune adulte, il n'est pas totalement défini. Il n'y a pas forcément sa carrière qui est complètement établie, il est peut-être encore aux études, il n'y a pas forcément de maison ou il est peut-être justement en train de tenter de fonder une famille. Donc, tout ça, quand le cancer se produit, ça crée des impacts dans toutes ces sphères-là. Et la personne qui est atteinte d'un cancer, le jeune adulte, bien, il est obligé de vivre avec ces impacts-là qui vont probablement perdurer dans le restant de sa vie ou du moins qui vont amener certains changements dans sa vie. Donc, c'est quand même des changements qui peuvent être importants et les impacts, dans ce cas-là, ne sont pas à négliger. Puis il faut comprendre aussi que c'est une période critique. Le cancer qui se produit, peu importe l'âge, ça amène des impacts importants, mais chez le jeune adulte, le jeune adulte de 15 à 39 ans tente justement de se définir, de définir son identité, de définir sa sexualité, de définir aussi l'emploi qu'il veut effectuer. Donc, quand le cancer se produit à ce moment-là, le jeune adulte n'est pas capable de répondre à ces questions-là. Il est plutôt concentré sur la gestion de sa maladie et de ses symptômes. Et ça amène justement des considérations qu'on doit prendre en considération et réfléchir pour savoir comment est-ce qu'on peut mieux aider les jeunes adultes atteints d'un cancer à vivre cette expérience-là, mais surtout à gérer les symptômes et les répercussions qui vont arriver après la fin des traitements. Donc, pour nous, au niveau des chercheurs, ce qui est très important, c'est de comprendre, c'est que le cancer, oui, il y a un diagnostic, oui, il va y avoir des traitements, mais il y a un après-cancer et l'après-cancer est souvent négligé. Et je crois qu'avec le panel, justement, on a des survivants du cancer qui vont pouvoir nous parler de leurs expériences et on va pouvoir peut-être avoir des trucs qui vont être pertinents et vous allez pouvoir peut-être avoir des éléments qui vont pouvoir être utiles par la suite pour vous. Quand je montais la présentation, bien, en fait, je me questionnais, est-ce qu'il y avait une manière de vous présenter la gestion des symptômes? Comment est-ce qu'on développe une forme d'expertise? Comment est-ce qu'on devient expert dans la gestion des symptômes? Et j'ai trouvé que l'image que je vous présente assez intéressante pour vous montrer qu'en fait, l'apprentissage de l'autogestion des symptômes, donc comment est-ce qu'on apprend à gérer nos symptômes? Bien, en fait, il n'y a pas de ligne droite. Des fois, on est obligé de retourner en arrière. On fait beaucoup d'essais-erreurs. Il n'y a rien de parfait. Au contraire, des fois, on prend des détours qu'on n'aurait pas anticipés, mais c'est la même chose avec la gestion des symptômes. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut malheureusement vivre certaines expériences. Il faut ressentir certains symptômes pour être en mesure, par la suite, de mieux gérer ces symptômes. Donc, pour nous, les chercheurs, on considère ça souvent comme un processus. Donc, au début, on est peut-être un petit peu plus novice dans la gestion des symptômes. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe ou pour nous, tout est nouveau. Mais au fil du temps, il va y avoir une expertise qui va se développer et cette expertise-là va vous amener à devenir des experts dans la gestion de vos symptômes. Et là, vous allez pouvoir dire, bien, par le passé, j'ai géré un symptôme de telle manière, bien maintenant, je pourrais le gérer de telle manière. Ou si ça se produit la prochaine fois, je vais mettre ça en place et ça va être beaucoup plus facile à gérer. Donc, on peut voir qu'il y a généralement une progression. Donc, c'est vraiment un processus de développement pour vous amener à devenir expert dans la gestion de vos symptômes. Dans les écrits scientifiques que j'ai consultés, je vais vous en présenter quelques-uns. Il y a beaucoup d'écrits scientifiques qui existent qui ciblent les stratégies d'autogestion chez les jeunes adultes. L'immense majorité des études que je vais vous présenter ciblent des symptômes physiques. Je vais vous présenter quelques symptômes, naturellement, et quelques stratégies d'autogestion. C'est vraiment ceux que je considérais qui étaient peut-être le plus commun ou le plus intéressant pour vous. Je vais essayer de moins me concentrer sur l'utilisation des médicaments parce que l'utilisation des médicaments, normalement, ça nécessite une prescription médicale ou c'est des médicaments qui sont en vente libre. Donc, vous avez un petit peu moins de contrôle par rapport à ça. C'est plutôt avec vos équipes de soins qu'il faut voir ça. Tandis que moi, mon but, c'était vraiment de vous donner des stratégies ou des solutions que vous pourriez mettre plus facilement en place et que vous avez un certain contrôle. Donc, au niveau du symptôme qui est le plus mentionné de loin, c'est la douleur, qu'elle soit aiguë ou chronique. Donc, il y a plusieurs stratégies qui existent, entre autres, pour vous aider à mieux gérer ou du moins mieux contrôler la douleur. La première chose à faire, c'est souvent de prendre des grandes et profondes respirations. Ça peut avoir l'air banal, mais souvent, la perception de la douleur peut être empirée avec la perception, avec le stress qu'on ressent. Donc, si on est capable de réduire un peu le stress qu'on ressent par des exercices de respiration, par de la visualisation de quelque chose qui va nous calmer, bien, on peut réduire un peu la douleur qu'on va ressentir. Je ne vous dis pas que c'est une solution miracle, loin de là, mais ça fait partie de la solution.
On peut aussi utiliser naturellement les médicaments qui nous ont été prescrits par notre équipe médicale. Et des fois, on peut être réticent à prendre certains médicaments dus aux effets secondaires. Donc, par exemple, le dilodide ou la morphine pourrait amener de la constipation ou pourrait amener de la somnolence. Donc, ça ne nous tente pas forcément de les prendre, mais au lieu de prendre une dose complète, on pourrait peut-être prendre une demi-dose de ces médicaments-là pour tenter d'avoir quand même une partie de l'effet bénéfique et de ne pas avoir trop d'effets secondaires qui sont associés avec ça. On peut aussi faire ce qu'on appelle de la co-analgésie. La co-analgésie, on aime bien ça dans le système de la santé, c'est faire une analgésie de plusieurs façons. Donc, il y a certains médicaments qui combinent plusieurs molécules. On peut penser entre autres en l'ampracette. L'ampracette combine la morphine et des Tylenol. Mais on peut les prendre aussi de manière séparée. Donc, vous pourriez, par exemple, avoir de la morphine de prescrit et prendre des Tylenol aussi simultanément. Et ça pourrait agir sur des récepteurs qui sont différents au niveau de vos cellules et vous aider à soulager votre douleur. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner pour la douleur, c'est de ne pas attendre que votre douleur soit à 7 sur 10 avant de prendre quelque chose pour vous aider à la soulager. Mais des fois, c'est que ça soit un 3 à 4 sur 10 et d'éviter que ça monte plus que ça en prenant peut-être une demi-dose de votre analgésique pour justement voir si ça va vous aider et pas avoir trop d'effets secondaires. Au niveau du second symptôme physique que je trouvais très intéressant à discuter, la plupart des études s'entendent que l'apparence physique chez les jeunes adultes, c'est quelque chose d'excessivement important et on n'en parle pas assez souvent. C'est sûr qu'il existe déjà des stratégies que vous connaissez probablement. Donc, on parle de l'utilisation du foulard, du chapeau, entre autres, mais c'est généralement chez les femmes qui utilisent des foulards, des chapeaux ou des perruques. Donc, chez les hommes, c'est un peu moins ces stratégies-là qui sont utilisées. Au niveau des hommes et des femmes, par contre, c'est plutôt des stratégies qui vont aider pour l'apparence de la peau. Donc, on parle d'utiliser de la crème hydratante sans parfum pour tenter d'avoir une meilleure hydratation au niveau de votre peau, boire beaucoup d'eau naturellement, prendre des bains chauds qui peuvent vous aider. Et dans les stratégies qui étaient utiles aussi, c'est créer un peu des illusions d'optique. Donc, pour démontrer, si, admettons, on a évité de montrer qu'on a pris une prise de poids, bien, on pourrait porter des vêtements un petit peu plus amples ou porter du noir qui va vraiment créer une illusion que, naturellement, la prise de poids n'est pas si apparente que ça, ou au contraire, si on a perdu beaucoup de poids, on peut aussi porter des vêtements amples et ça va moins paraître. Donc, ça a l'air des stratégies banales que vous connaissez probablement déjà, mais des fois, ça vaut la peine de tenter de juste les utiliser à nouveau, ces stratégies-là, et ça peut vous aider beaucoup par rapport à ça. Le dernier symptôme physique que je voulais vous parler, c'est la force musculaire. Bien, la force musculaire, que ce soit par le cancer ou par les traitements, bien, ça peut être normal que vous bougez moins, qu'il y a beaucoup de muscles qui sont partis parce que vous avez été alité dans des lits d'hôpitaux ou à la maison dû à certains symptômes. Donc, c'est normal d'être un peu moins fort, que ce soit au niveau des bras ou des jambes ou à d'autres endroits. Donc, c'est important d'aller regagner cette force musculaire-là. Naturellement, moi, ce que je vous conseille, la première chose, ce serait d'en parler à votre équipe de soins pour qu'ils vous fassent une recommandation et une prescription pour aller voir soit un physiothérapeute ou un kinésiologue qui vont vraiment pouvoir créer des plans d'entraînement qui vont répondre à vos besoins, mais surtout tenir en considération vos problèmes de santé et vos limitations physiques. Donc, c'est sûr que si vous n'avez pas accès à ces ressources-là, parce que vous n'avez pas d'assurance privée ou les délais d'attente sont trop longs, par exemple, dans votre hôpital, bien, il y a quand même certaines stratégies qui sont mises de l'avant dans les études scientifiques que ça, vous pouvez les effectuer à la maison et il n'y a pas de problème avec ça. La première stratégie, elle a peut-être l'air banale, mais c'est aller marcher à l'extérieur. Donc, la marche extérieure, c'est la principale stratégie qui est recommandée pour les jeunes adultes atteints de cancer pour tenter de regagner la force musculaire, tenter de regagner de l'énergie et vraiment tenter de se remettre en forme progressivement. Je vous invite à ne pas faire une marche de 3 heures. Donc, l'important, c'est de faire des marches progressivement et d'en faire un peu chaque jour. Même que vous soyez neutropénique ou pas neutropénique, vous pouvez tout simplement, si vous voulez, porter un masque, en aller à l'extérieur et ça peut vous permettre justement de regagner la force musculaire, particulièrement dans vos jambes. Naturellement, si vous allez à l'extérieur, je vous invite à mettre de la crème solaire et pour s'assurer aussi de ne pas avoir d'insolation ou de déshydratation trop importante, je vous invite à éviter les périodes d'ensoleillement trop intenses ou lorsque, comme aujourd'hui, il fait une température en haut de 30 degrés Celsius. Donc, ce serait à éviter à l'extérieur, mais vous pouvez quand même vous pouvez faire peut-être une marche le matin quand le soleil n'est pas encore levé
ou que la température est beaucoup moins chaude. Et comme ça pourrait vous permettre justement que ça soit beaucoup plus tolérable et beaucoup plus facile pour vous d'aller faire une marche à l'extérieur. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est lever des poids et des haltères à la maison. Donc, ce n'est pas forcément lever des 50 livres, c'est vraiment lever 1, 2, 3, 4 ou 5 livres comme haltères et de faire quelques répétitions chaque jour. Et vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est de faire ça chaque jour à votre rythme et progressivement. Il ne faut vraiment pas tenter de se mettre en forme en faisant 45 minutes d'exercice par jour. Vous risquez tout d'abord de vous décourager. Ça risque d'être très dur physiquement de tout faire ça, mais c'est plutôt préférable d'y aller progressivement et comme ça, vous allez être beaucoup plus intéressé à effectuer ça et vous allez faire une routine qui va rester ancrée dans vos habitudes. Naturellement, il faut ajuster aussi vos attentes en fonction de ce que vous souhaitez obtenir. Si vous levez quelques poids et haltères chaque jour, bien, c'est normal d'avoir peut-être encore de la difficulté avec votre force musculaire dans les prochains jours. Par contre, dans les prochaines semaines, vous allez voir progressivement une différence et c'est pour ça qu'il faut y aller progressivement et pas non plus y aller en fou, comme on dit. Donc, il faut y aller selon votre capacité physique aussi. La prochaine section porte plutôt sur la santé mentale et psychologique. Et je trouvais ça très important de vous en parler aujourd'hui parce que la santé mentale et psychologique, c'est quelque chose qui est tellement, tellement peu abordé, autant par les jeunes adultes atteints d'un cancer, mais aussi les professionnels de la santé. Au niveau des professionnels de la santé, de notre côté, c'est souvent qu'on se sent mal à l'aise d'en parler ou on a un manque de connaissances. Au niveau des jeunes adultes atteints d'un cancer, c'est plutôt par peur de se sentir potentiellement jugé ou de se faire sentir comme faible. Mais je vous rassure, puis je tiens à mettre ça très clair, il n'y a personne qui est faible. Si vous développez des symptômes reliés à votre santé mentale, que ce soit des symptômes dépressifs, que vous avez perdu l'intérêt dans les activités ou vos loisirs qui vous intéressent habituellement, c'est tout à fait normal. Vous vivez des défis qui sont très difficiles, vous avez vécu des expériences qui sont loin d'être faciles. Donc, c'est normal que ça soit plus dur pour votre santé mentale. Nous, par contre, ce qu'on souhaite, c'est que vous en parlez beaucoup plus avec vos proches, avec les professionnels de la santé et qu'on puisse vous aider. Par contre, j'ai quand même quelques petites stratégies qui vont pouvoir vous aider, entre autres par rapport aux pensées négatives. Bien, c'est sûr que les pensées négatives, on peut tous en avoir, c'est normal. Par contre, pour éviter d'avoir des pensées négatives, bien, on peut focuser sur les éléments plus positifs de notre vie. On peut se dire, on peut penser, entre autres, avec les études scientifiques, ce qu'ils nous disent, de penser à nos forces. Donc, je suis quelqu'un de résilient. J'ai passé des expériences pas faciles, bien, je vais être capable de passer les prochaines. Donc, vraiment, y aller avec nos forces. Y aller avec les choses qu'on contrôle aussi. Bien important de penser, bon, bien, je peux demander à mon infirmière pivot des conseils pour m'aider aussi à avoir une meilleure santé mentale. Donc, d'avoir un sentiment de contrôle par rapport à ça, ça va vous aider à avoir des pensées qui vont être beaucoup moins négatives. On peut aussi mettre de l'avant nos pensées et nos sentiments dans un journal, un peu un journal intime. Et ce journal intime-là, vous allez pouvoir écrire vos pensées et vos sentiments. Ça peut avoir quand même l'air banal, mais il y a beaucoup d'études scientifiques qui démontrent des effets extrêmement positifs par rapport à ça. Donc, juste d'écrire et d'extérioriser tout ça, ça peut vous aider. L'autre, c'est l'autre sentiment que je voulais vous parler, c'est de se sentir inutile. Il n'y a personne d'inutile dans la vie. Des fois, vous vivez des situations qui ne sont pas faciles et des fois, il faut faire des pas en arrière pour avancer par la suite. Donc, pour éviter de se sentir inutile, bien, il y a plusieurs études qui nous mentionnent qu'il y a certains jeunes adultes atteints d'un cancer qui apprécient particulièrement aller faire du bénévolat ou du moins tenter de raise awareness, donc faire prendre en conscience aux autres personnes les impacts du cancer, les impacts des traitements. Ce n'est pas forcément demander d'aller faire une campagne de sociofinancement, mais le but, c'est tout simplement d'aller vous impliquer et de donner aux autres. C'est toujours bien plaisant, ça nous fait toujours du bien. Et c'est une stratégie qui est effectivement souvent utilisée dans les études. Donc, le bénévolat, vous pouvez vous impliquer, que ce soit avec la Société de leucémie et lymphome du Canada, mais il y a plusieurs façons de s'impliquer. Ça peut être dans vos hôpitaux, des fois, il y a des groupes, il y a du parrainage. Ça peut être aussi faire du jumelage, que ce soit du jumelage téléphonique pour aider quelqu'un d'autre dans cette expérience, qui vit une expérience similaire. Donc, tout ça, ça peut vous donner l'impression de vous sentir beaucoup plus utile et réduire ce sentiment d'inutilité que vous pouvez sentir. Il y a la perte de contrôle aussi que je trouvais intéressant de vous mentionner. Donc, tout le monde peut ressentir une perte de contrôle. C'est normal d'avoir moins d'intérêt dans les choses que vous tentez d'effectuer dans la vie. Mais ce qu'il faut bien comprendre avec la perte de contrôle, c'est que c'est temporaire et il faut vraiment, comme je disais tout à l'heure, focuser sur les éléments plus positifs, focuser sur les ressources qu'on possède et focuser aussi
sur les personnes qui nous entourent. Donc, de penser que vous avez une famille, de penser que vous avez des amis qui peuvent vous aider ou qui vous aident déjà, ça peut vous aider justement à avoir un meilleur sentiment de contrôle, d'avoir une pensée positive, même si ce n'est pas toujours facile, mais des fois juste de se dire, je suis capable, aujourd'hui, je vais tenter d'être plus positif, aujourd'hui, je vais être capable de faire telle chose. Donc, tout ça, ça peut donner un meilleur sentiment de contrôle. Mais c'est sûr que le travail sur la santé mentale et santé psychologique, ça demande beaucoup d'efforts et des fois, ce n'est pas toujours facile, mais c'est souvent, souvent, souvent ignoré ou mis de côté au détriment des symptômes physiques, alors que la santé mentale et psychologique, il faudrait en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Je voulais vous parler aussi du bien-être spirituel. Donc, je trouve ça intéressant justement qu'il y avait un podcast qui a été réalisé par rapport au bien-être spirituel tout à l'heure que Joliane mentionnait. Le bien-être spirituel, ce qu'il faut prendre en considération et bien comprendre, c'est que ce n'est pas simplement les croyances religieuses. Oui, ça inclut les croyances religieuses, mais ça inclut aussi ma conception de la vie, à quel point pourquoi la maladie, ça m'arrive, le sens de l'univers, le sens de la vie. Donc, c'est des questions de réflexion qui peuvent vous aider justement à avoir un meilleur contrôle, mais aussi de mettre en perspective tout ce qui vous arrive ou tout ce qui arrive aux personnes que vous connaissez. Donc, pour tenter d'avoir un meilleur bien-être spirituel, naturellement, on peut utiliser la foi et la prière, mais il y a certaines études qui recommandaient aussi d'utiliser le yoga ou la méditation, pas dans un but d'atteindre un bien-être spirituel, mais c'est plutôt d'aller dans une optique de réduire votre stress et focusser sur le ici et maintenant qui va justement vous aider à avoir un meilleur bien-être en général. Les prochaines stratégies que je voulais vous parler maintenant, c'est par rapport au repos. C'est une stratégie en fait, ce sont des stratégies que vous mettez probablement déjà en place, mais probablement pas encore assez. Donc, le repos, que ce soit vous reposer dans votre lit, faire des siestes, dormir un petit peu plus. Donc, c'est des choses que vous faites déjà. Par contre, le repos, c'est aussi aller voir vos amis, c'est aussi faire vos loisirs et vos intérêts plutôt que faire du ménage. Et la plupart des études nous mentionnent justement que les jeunes adultes atteints d'un cancer font beaucoup trop de tâches ménagères et pas assez de repos. Donc, ne vous sentez pas mal de faire moins de tâches ménagères pour faire d'autres activités ou des choses qui vous intéressent plus. Au contraire, c'est ça qu'il faut que vous faites. Vous devez vous reposer. Vous avez vécu des expériences où vous êtes dans une période de traitement, où vous avez vécu des traitements qui peuvent vous fatiguer. Il faut vous reposer. Vous avez des personnes qui vont pouvoir vous aider généralement. Donc, n'hésitez pas à faire appel à ces personnes-là. Ils vont pouvoir vous aider à vous reposer pas mal plus. Donc, le soutien social aussi, vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, mais c'est très important. Vous avez probablement des gens qui vous accompagnent, qui vous soutiennent au travers de vos expériences ou qui vous ont accompagné par le passé, mais il faut que ça continue aussi. Donc, il y a des beaux programmes qui existent, entre autres avec la Société de leucémie lymphome, mais que ce soit avec des groupes sur les médias sociaux, des groupes de soutien qui peuvent vous aider justement en vous impliquant ou en posant des questions. Des fois, ça peut être pour avoir d'autres stratégies de gestion des symptômes, ça peut être pour des conseils, ça peut être simplement pour ventiler avec des personnes qui vivent des expériences similaires à vous, que ce soit des jeunes adultes qui ont eu le même cancer que vous, ou des jeunes adultes en général qui ont un cancer, que ce soit un cancer du sang ou un autre type de cancer. Il y a des groupes de soutien que vous connaissez probablement qui existent avec des groupes privés de Facebook, entre autres. Moi, j'aime bien aussi, je suis sur Instagram, la bande cancéreuse, en fait, qui est des jeunes adultes atteints d'un cancer qui créent des publications humoristiques sous la forme de mimes et qui, justement, rient un peu des expériences ou qui remettent en perspective certaines choses. Et l'humour, ça a été mis de l'avant dans de nombreuses études que, justement, ça peut vous aider à passer au travers de ces expériences-là ou du moins juste éviter d'y penser un peu et d'y aller avec des éléments un petit peu plus positifs. Donc, les groupes de soutien, ça vaut toujours la peine de s'impliquer ou du moins peut-être juste d'aller consulter pour voir qu'est-ce qui peut se faire. Ça peut être utile pour vous, pour la gestion de vos symptômes. Donc, c'est sûr que je vous ai présenté certaines stratégies d'autogestion de vos symptômes, mais il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'autres qui existent et je suis très en superficie. Je voulais quand même vous ouvrir la porte qu'il existe d'autres alternatives, que ce soit des alternatives thérapeutiques ou non. Donc, il y a plusieurs chercheurs qui sont en train justement de faire des études, à savoir, entre autres, pour l'utilisation des cannabinoïdes, pour l'utilisation du cannabis dans la gestion des symptômes. Donc, des études crédibles qui nous parlent d'effets bénéfiques potentiellement associés avec ça. C'est sûr qu'en tant que chercheur, moi, je vous encourage définitivement, avant d'aborder le sujet avec votre équipe médicale et
avec votre infirmière pivot, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé. On a des médicaments qui sont prescrits, entre autres, par Santé Canada, mais je vous encourage à ne pas utiliser ça sans avoir l'avis d'un professionnel. Au niveau des autres stratégies et des autres alternatives, mais il y a tout ce qui est yoga et autres thérapies alternatives, donc la méditation pleine conscience, etc. Il y a certaines personnes qui pourraient considérer ça ésotérique, mais au contraire, ça démontre vraiment des effets très, très, très intéressants pour les jeunes adultes atteints d'un cancer. C'est juste qu'on n'a pas assez d'études scientifiques de grande qualité qui nous permettent vraiment de quantifier puis d'aller voir exactement les effets se situent à quel niveau. Est-ce que c'est plutôt la réduction du stress? Est-ce que c'est pour le bien-être spirituel, le bien-être psychologique, la santé mentale, certains symptômes. Donc, il y a encore beaucoup d'études qui se questionnent par rapport à ça, mais c'est sûr que ça ne peut pas nuire loin de là. Je voulais aussi vous parler brièvement des innovations qui sont en cours au niveau des chercheurs. Il y a plusieurs choses qu'on tente de mettre de l'avant pour mieux aider les jeunes adultes atteints d'un cancer à justement gérer leurs symptômes ou apprendre à mieux gérer leurs symptômes. Il y a des applications mobiles, entre autres, qui sont en cours de développement, particulièrement aux États-Unis et en Grande-Bretagne, qui, à titre d'exemple, dans une des applications mobiles, vous entrez vos symptômes. Donc, par exemple, vous avez des nausées et vous avez un mal de tête à 4 sur 10, par exemple. Donc, vous entrez ces symptômes-là dans l'application mobile et vous allez avoir une intelligence artificielle qui va venir vous indiquer des stratégies d'autogestion potentielles ou du moins va pouvoir vous dire, OK, mais qu'est-ce que vous avez fait par le passé? Qu'est-ce que vous pourriez faire par la suite? Et ils vont pouvoir aussi garder des traces des stratégies que vous avez mises en place pour être un peu un aide-mémoire. Donc, il y a quand même beaucoup de potentiel avec ces applications mobiles-là. Il y a des sites Internet aussi qui sont élaborés. C'est sûr, par contre, qu'il faut comprendre qu'au Québec et au Canada, ces applications mobiles-là sont beaucoup moins développées. Comme je vous disais, c'est beaucoup plus en Grande-Bretagne et aux États-Unis, mais potentiellement que ces applications-là vont pouvoir être, on espère, on croise les doigts, disponibles au Québec dans les prochaines années. Donc, je voulais vous remercier pour le temps dédié à la présentation. Et si vous avez besoin d'autres informations, ça va me faire bien plaisir, n'hésitez pas à communiquer avec moi au billy.vinette@commercialumontréal.ca ou sur LinkedIn. Donc, je vous remercie et maintenant, je passerai la parole à Joliane. Merci beaucoup, Billy, pour ton temps, la préparation de cette présentation. Je pense que tu as su bien cibler tous les enjeux auxquels les jeunes adultes peuvent faire face suite à un diagnostic de cancer, puis aussi pas seulement cibler les impacts, les enjeux, mais bon, quelles solutions ils peuvent tenter d'essayer là, pour y remédier. Aussi, je voulais peut-être juste ajouter, quand tu parlais de l'application, je trouve ça intéressant. En fait, la Société des États-Unis ont une application comme celle que tu décris, qui s'appelle, désolé mon anglais, le Health Manager. Donc, elle est disponible en anglais, puis en fait, nous, on est en train de regarder, de travailler pour la faire traduire en français. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir de quoi ça a l'air pour ceux qui comprennent l'anglais. Bref, vous pouvez la trouver sur le site des États-Unis. Donc, je vais inviter les membres des panélistes à ouvrir leur caméra. Aussi, je voulais vous dire à vous à la maison que vous pouvez poser vos questions encore dans la section questions-réponses plutôt que dans le chat. Vraiment, aller dans la section questions-réponses Q&A à Billy. Puis, aux panélistes aussi, en fait, on va répondre aux questions à la toute fin. Donc, Marie-Pierre, Mélissa et Janie. On va juste attendre Mélissa. Donc, oui, parfait. Donc, bonjour à vous trois encore. Merci de vous être mis disponibles pour participer au panel. Puis aussi, je sais que ça demande quand même là, de partager votre expérience personnelle. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Comme je te disais aussi, Billy, si toi, tu as des questions, que tu veux ajouter des commentaires, n'hésite pas là, à ouvrir ton micro ou à me faire signe. Puis, en fait, moi, je propose de commencer tout de suite peut-être en faisant un tour de table, je dirais un tour de caméra pour chacun vous présenter. Donc, dire votre nom, qui vous êtes, parler du diagnostic que vous avez reçu, puis de vous en êtes où maintenant, quelles sont vos occupations. Donc, on pourrait commencer avec Marie-Pierre. Oui, donc, allô, moi c'est Marie-Pierre, j'ai 24 ans et j'ai eu un lymphome de Hodgkin en 2019 et en ce moment, ben, là, je suis aux études à l'école, à l'université
C'est pas mal ça. Je ne sais plus s'il y avait d'autres questions. Non, non, c'est OK. ça C'est répond bon. bien. C'était pour te présenter. Donc, Parfait. merci Marie-Pierre. Donc, peut-être, Janie, moi, je vois l'ordre de cette façon sur mon écran. Donc, si tu veux poursuivre. Oui, bonjour à tous. Dans le fond, Janie Chauvat, j'ai 30 ans. Je suis en rémission d'une leucémie lymphoblastique aiguë. J'ai terminé mes traitements en mars 2020 et j'ai eu un diagnostic en septembre 2017. Donc, j'ai fait 2 ans et demi de chimiothérapie, traitement, protocole de Boston. Et puis, depuis 1 an et demi, la rémission se passe très, très bien. J'ai repris parfaitement mes occupations comme avant en 2017 et ça va très, très bien. Ah ben, on est content d'entendre ça. Félicitations pour la fin des traitements. Puis, on va poursuivre avec Mélissa. Allô, moi, mon nom c'est Mélissa Morin. J'ai eu un lymphome hodgkinien de stade 4 en 2017. À ce moment-là, j'étais infirmière auxiliaire. J'avais 2 petits-enfants, un petit garçon qui avait 2 ans et demi, mon plus jeune avait 1 an et demi. J'ai fait 6 mois de chimio après une greffe de cellules souches en 2018. Et puis en juillet 2018, le scan montrait que le cancer était parti. Donc, ça fait environ 3 ans maintenant que je suis en rémission. Ça va bien. Oui, merci, Mélissa. Donc, on va tout de suite commencer. J'aimerais poser ma première question à Marie-Pierre. Donc, selon ton expérience personnelle, on parlait un peu plus tôt dans la présentation là, des défis qui sont propres aux jeunes adultes. Comme Billy le mentionnait, bon, il y a les premiers pas sur le marché professionnel, les études, les relations aussi. Donc, c'est vraiment les premiers pas dans plein de sphères de la vie. Puis, je me demandais un peu, pour toi, quels sont les défis qui sont uniques aux jeunes adultes? Est-ce que ce que Billy présentait, c'était cohérent avec ce que tu crois que sont les défis ou est-ce que tu veux nous en parler un peu? Ouais, ben, je pense que ce que Billy a dit, c'était vraiment, ça touche vraiment les jeunes adultes en particulier. Personnellement, moi, sinon, il y en avait un autre, c'était la relation, comme notre approche qu'on a avec les médias sociaux. Les jeunes adultes, je pense que plus que n'importe quelle génération, on est présent sur les réseaux sociaux. On est constamment bombardé de photos, vidéos, qui fait que, genre, moi, en tout cas, personnellement, sans que je le veuille, je me comparais. Puis, pour moi, ça s'est pas arrêté non plus quand j'étais malade. La Terre n'arrête pas de tourner non plus. Fait que, je voyais des gens voyager, bon, avant la COVID, aller au restaurant, au cinéma, sortir dans les bars. Puis, moi, j'étais immunosupprimée. Fait que je pouvais pas faire ces activités-là. Puis, je voyais des filles avec des cheveux longs, puis moi, j'en avais plus. Donc, c'est sûr que ça a comme joué sur mon estime de moi qui était comme quand même fragile au début de mes traitements. Je réapprenais un peu à me connaître physiquement. C'était des changements et tout, psychologiquement aussi. Fait que je pense que c'est vraiment cet aspect-là. Puis il n'y a pas 10 000 solutions. Là. Moi, j'ai juste supprimé Instagram, par exemple, pendant un petit bout, le temps que, que je reprenne plus place à me connaître puis à comprendre le processus. Mais moi, ça serait pas mal un des défis là, que j'avais rencontrés. Je trouve ça intéressant ce que tu dis. En fait, je me demande, souvent on va entendre un peu le témoignage contraire, donc des gens qui finalement, les réseaux sociaux, ils ont réussi à voir au travers de différentes applications le parcours de jeunes qui vivaient la même situation qu'eux, parce que des fois aussi, ils ne se reconnaissent pas nécessairement dans le milieu hospitalier où les gens sont plus âgés. Donc, puis que ça leur donnait vraiment beaucoup d'espoir, d'encouragement pour la suite des choses. Est-ce que tu as vécu aussi cette partie-là des réseaux sociaux? Oui, c'est drôle parce que quand Billy a dit la bande cancéreuse, justement, je suis cette page-là que je trouve vraiment, vraiment drôle. Et c'est sûr que cet aspect-là aussi, ça m'a aidé à comme un peu dédramatiser, à un peu comme alléger mes journées. Puis sinon, j'avais rencontré virtuellement une personne qui vivait aussi un cancer en même temps que moi, qui vivait aussi des traitements. Fait que ça m'a comme vraiment aidé à juste comme pouvoir, quand tu parles à quelqu'un, mais la personne, elle comprend qu'est-ce que tu vis. C'est différent de juste parler à ta famille que oui, ils veulent comprendre, mais au final,
je pense que de parler avec quelqu'un qui vit la même situation que toi, c'est vraiment comme une approche qui est différente. Fait que c'est sûr que ça m'a apporté du positif de ce côté-là. Ben, merci, Marc-Pierre. C'est vraiment intéressant, la question des réseaux sociaux. On voit que c'est ça qui est vraiment, peu importe le sujet, toujours un peu deux côtés, là, un côté positif, un côté négatif. Ben, merci. On va continuer avec Mélissa. Donc, plus tôt, Billy, il mentionnait que les jeunes adultes qui ont le cancer ont tendance à faire encore trop de tâches ménagères. Puis, je pensais à toi un peu pour cette question-là, parce que comme tu le mentionnais, quand ça t'est arrivé, tu étais une jeune maman, tu avais deux très jeunes enfants, puis aussi, si je me rappelle bien, tu habitais très loin de tes proches. Donc, ce qui rend peut-être là, le fait d'avoir de l'aide pour les tâches quotidiennes un peu plus difficile. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé pour toi? Ben, j'ai été très chanceuse. C'est vrai qu'à l'époque, j'habitais en Alberta, donc j'avais aucune de mes familles ou de la famille de mon conjoint qui était proche de nous. Par exemple, il y a beaucoup de nos familles qui prenaient une semaine de congé, qui venaient nous aider, mais j'ai appris aussi à lâcher prise beaucoup sur les jouets qui traînent partout, les choses qui restent sur le comptoir. C'est pas si grave que ça si ça se nettoie le lendemain. J'ai réussi à décrocher un petit peu, puis à plus focusser sur qu'est-ce qui était important à ce moment-là, qui était plus ma famille, mon bien-être mental, comme disait Billy plus tôt. Et puis les tâches ménagères, ça passe un petit peu en dernier. Puis heureusement que j'avais quand même un petit peu d'aide qui venait chaque semaine. Fait que c'était bien, il y avait quelqu'un qui vivait avec nous. Quasiment tout le long de mes traitements, il y a eu quelqu'un qui vivait avec nous. Fait que ça avait ses hauts et ses bas. C'est sûr qu'on est dans un moment de crise aussi. Fait que toujours avoir quelqu'un à la maison, ça peut être un petit peu difficile, mais les personnes étaient très respectueuses. Puis j'avais des petits amis autour de moi qui faisaient un peu le ménage, mais sinon, j'aurais pas été capable de le faire toute seule, je pense pas. Là, il aurait fallu que soit que j'engage une femme de ménage ou je sais pas, mais j'ai réussi à lâcher prise sur beaucoup de choses qui je pense qui était très important à ce moment-là, que ça se fasse en moi, ce cheminement-là. Oui, ben, je suis totalement d'accord avec toi. C'était le moment pour, c'est ça, arrêter un peu puis prendre soin de toi, ce qui est pas toujours évident, là, mais ben, merci beaucoup, Mélissa, pour le partage. Puis, Janie, ben, justement, puisqu'on parle de soutien reçu, j'aimerais ça t'entendre de peut-être comment ça s'est passé, l'annonce du diagnostic, mais spécifiquement dans ta relation amoureuse. Donc, je sais que ta conjointe, elle travaille en milieu hospitalier. Donc, ça peut avoir des pour et des contre. Donc, elle peut avoir plusieurs connaissances qui peuvent être utiles là, en vivant cette situation-là, mais en même temps, elle peut connaître justement des choses qui emmènent de l'inquiétude. Donc, je voulais voir un peu comment ça s'est passé pour vous deux. Eh bien, en fait, ça a été un peu plus compliqué parce qu'elle, elle savait ce à quoi j'allais être mené au cours du processus de soins. Donc, elle savait déjà à l'avance qu'est-ce que j'allais recevoir comme chimiothérapie, les effets secondaires. Fait qu'elle, elle avait tous l'aspect médical, puis il fallait qu'elle m'explique ça de façon plus famille, plus beaucoup proche. Elle voyait que j'allais trouver ça très dur. Fait qu'elle, il fallait qu'elle gère ses émotions de conjointe avec tout ce qu'il y avait autour. Parce que au moment du diagnostic, j'étais papa d'un petit garçon de 2 ans. Donc, elle, en voyant tout ça, il y avait d'autres problématiques derrière. Puis au niveau de l'annonce du diagnostic, ça a été dire, OK, comment je vais gérer différents aspects justement du travail, de la famille, l'administration générale de la maison. Fait que du jour au lendemain, elle s'est retrouvée seule. Donc, ça a été une gestion un peu plus particulière. Puis, en étant jeune papa aussi, d'où mon balado dernièrement sur la fertilité. On ne savait pas si, avec la chimiothérapie, on serait capable d'avoir d'autres enfants derrière. Puis ça a été aussi dans l'adrénaline, entre guillemets, du diagnostic, un oubli comment dire, d'information.
Donc, c'est sûr que arriver à ce niveau-là, il y a tellement de choses qui arrivent, tellement d'informations qu'on a oublié de passer par cette case-là. Donc, ça l'a un peu plus affecté comme d'autres critères. Mais avoir quelqu'un comme ma conjointe dans le milieu médical, oui, ça c'est pour, mais ça aussi c'est ses inconvénients. L'avantage que j'avais, c'était l'aspect au quotidien de retour à la maison, comme exemple tout bête, préparer un pilulier, gérer la médication avec la pharmacie. Elle m'a également aidé dans tous les gestes du quotidien, m'aider à marcher, m'aider à prendre mon bain, préparer mes lunchs à la maison. À travers tout ça, ça a été quand même, en plus, elle a repris le travail entre-temps, donc ça a été quand même une grosse période intense pour elle ainsi que pour moi. Mais le fait d'avoir Catherine dans le milieu hospitalier, oui, certainement, c'est clair que ça a apporté un énorme plus, aussi bien au niveau du relationnel, aussi avec les infirmières. Elle savait que le conjoint de telle personne était là. Donc, ça a facilité les relations. Et puis, l'aspect médical aussi, elle m'a beaucoup expliqué de façon simple la chimiothérapie, le protocole en tant que tel, etc. Donc, ça a été un gros plus, ouais. Ah, mais dans ce que tu dis, je trouve que tu fais ressortir un peu là, ce qu'on parle souvent de prendre soin des proches aidants. Là. Souvent, les proches aidants ne se considèrent pas comme proches aidants parce que c'est des membres de la famille, un conjoint, une conjointe. Donc, tu fais ressortir un peu ça. En fait, là, une chance, elle était là pour t'aider au travers de cette épreuve-là, mais elle avait aussi un métier semblable à ce qu'elle pouvait faire à la maison. Puis ça pouvait devenir facilement une charge supplémentaire là, sur ses épaules. Donc, mais je trouve que ça soulève quelque chose de vraiment important à ce niveau-là, de ne pas hésiter pour les proches aussi à demander de l'aide. Exactement, oui. Puis, ben, merci, Janie. Ma prochaine question serait pour Marie-Pierre. Donc, Billy parlait plutôt justement là, des impacts. On parlait d'être sur le marché du travail, à l'école. Je me demandais, toi, je sais que tu as mentionné que tu étais étudiante. Donc, quels ont été les aspects de ton quotidien qui ont été le plus impactés par la maladie ou les traitements? Je pense que les aspects, ben, ça a été, par exemple, le sport. Je suis quelqu'un qui aime vraiment se bouger, faire du sport. Au début, quand j'ai eu mon premier diagnostic, je me suis dit, ah, ça va être correct, je vais pouvoir garder le même rythme, mais je me suis vite rendu compte que non, c'était juste pas possible. J'étais essoufflée à rien, donc j'ai juste vraiment dû apprendre à ralentir puis à écouter mon corps au jour le jour plutôt que d'avoir comme des objectifs en tête qui sont comme un peu inatteignables parce que au final, je me suis juste rendu compte que mon corps il était déjà en train de battre quelque chose de comme plus gros que moi. Fait que, de lui demander encore plus après, c'était juste pas faisable. Fait que vraiment juste d'écouter son corps au jour le jour, comme pour moi, c'était suffisant. Puis par exemple, je faisais du vélo stationnaire, pas intense, là, juste comme du petit truc super facile en écoutant des émissions à la télé, juste pour comme me changer d'idée, parce que la routine avec le cancer, c'est quand même, tu penses à ça beaucoup souvent, là, ça fait partie de ton quotidien pendant un quand même long bout, fait que je pense de juste comme se changer les idées, peu importe comment, comme pour moi, ça l'a aidé. Sinon, je dirais la nourriture. Je suis végétarienne depuis 2018, mais quand j'étais malade, les seules choses qui m'attiraient puis qui ne me levaient pas le cœur, c'était la saucisse puis le poulet. Encore là, c'était comme juste vraiment comme de s'adapter puis d'écouter son corps. Dans ce temps-là, parlez-moi pas de tofu, j'en voulais pas. Fait que c'était ça et les smoothies. Fait que je pense que c'était comme juste vraiment de réapprendre à comme savoir, OK, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, puis sinon, je pense que ça serait mes relations interpersonnelles. J'en parlais un peu tantôt, mais j'étais un peu gênée. Ben, pas gênée, mais je trouvais ça plus difficile d'aller voir mes amis parce que j'avais de la misère à être moi-même parce que j'étais souvent fatiguée, j'étais différente physiquement, donc j'étais vraiment encore là dans le processus de comme réapprendre à m'aimer puis à m'accepter. C'est sûr que je me sentais différente de mes amis, mais je pense que juste de ça, de leur communiquer comme déjà à la base puis d'être transparente avec eux, je pense qu'il y a déjà comme une barrière d'enlever. Mais je me concentrais vraiment
avoir mes amis proches, puis mes amis qui étaient, c'est ça, le plus proche de moi, parce que sinon, tu sais, les gens, ça vient d'une bonne place, tu sais, mais ils veulent savoir comment tu vas, comment ça se passe, blablabla, puis des fois, de comme tout le temps répéter, tu sais, répéter, ça, c'est pas vraiment ça que tu as besoin, fait que je pense de juste comme garder tes amis proches, puis avec eux, je pense que ça, pour moi, ça m'a vraiment aidé à ce niveau-là. Ah, ben, c'est vraiment intéressant, puis il y a plein de bonnes astuces, là, ce que tu nous dis. Puis je me demandais aussi, est-ce que tu étais, si je ne me trompe pas, tu étais à l'école, est-ce qu'au niveau de l'école, il y a eu des impacts? Est-ce que tu as dû Ouais. arrêter ou… Oui, exactement. J'étais à ma dernière session d'université, j'ai dû arrêter, donc ça a comme été retardé encore ma graduation. C'est sûr que ça aussi, je trouvais ça comme un peu plate parce que j'étais comme plus rendue en même cheminement que mes amis qui étaient comme plus loin. Mais je pense que ça s'est quand même vite rattrapé. Puis à la fin de mes traitements, je voyais que je reprenais quand même du mieux. Fait que j'ai décidé de prendre des cours d'été, juste pour comme me remettre un peu à la réalité, juste pour avoir comme une vie un peu plus comme normale. Donc ça m'a comme vraiment aidée. Mais oui, l'école, c'est sûr que je pouvais, encore là, je voulais continuer l'école. Je me suis dit, je vais être capable, mais non. C'était une chose à la fois. Non, c'est ça l'importance, comme on dit, de s'écouter, mais c'est vrai que c'est ça le démontre, là, il y a vraiment plein d'aspects du quotidien qui sont bouleversés à la suite d'un diagnostic de cancer. Et merci, Marie-Pierre. Puis, ma prochaine question va être pour Janie. Donc, je me demandais, selon ton expérience, est-ce que tu crois que certaines ressources sont manquantes pour les jeunes adultes ou même généralement? Est-ce que tu as senti des manques durant tes traitements ou à la suite du diagnostic? Puis aussi, est-ce que tu as utilisé des ressources qui t'ont particulièrement aidé? Oui, ben en fait, au tout début du diagnostic, quand j'entends le mot leucémie, tout de suite, j'ai pris mon téléphone puis j'ai regardé leucémie je suis tombé sur des forums, etc. Parce que le médecin, il m'a dit leucémie, mais on sait pas encore quel type de leucémie. Donc, il faut attendre les premières analyses, etc. Puis je l'ai su 2 jours après quel type de leucémie j'avais exactement à peu près là. Fait que pendant ce temps-là, ben, tu te mets à réfléchir. Donc, ce que j'ai trouvé le manque là, ça a été, dans mon cas personnel, ça a été au niveau de la fertilité au tout début, comme je l'expliquais tantôt, parce que oui, tu tombes malade, on t'offre plein de petits pamphlets, de petits livrets sur le cancer, etc., etc., mais rien de spécifique sur la fertilité et notamment le prélèvement chez les hommes. Parce que dans mon cas personnel, ça a été un oubli, là. Oui, je voulais qu'un seul enfant, mais il y a peut-être d'autres gens qui sont touchés par ça, qui écoutent, qui veulent 2, 3 ou autres enfants. Fait que c'est important à pas négliger cet aspect-là. Puis c'est vraiment un sujet important, là, veux pas. Je trouve que on met pas assez l'emphase là-dessus. C'est sûr qu'il y a d'autres sphères qui rentrent en ligne de compte, quand même, mettons, le soutien pour les proches aidants, avoir des outils, avoir une grosse caisse à outils pour outiller ces personnes-là pour mieux se comporter, mieux aider les personnes, leurs conjoints de retour à la maison. Puis peut-être aussi aider pour les jeunes adultes qui sont soit aux études ou soit sur le marché, qui commencent dans le marché du travail, les aider dans tout ce qui est administratif en général, prendre le relais pour les gens qui sont peut-être en loyer, comment les aider avec les assurances, etc., etc. Donc, c'est un domaine assez large, assez vaste, mais avec tellement de préoccupations. Euh, Personnellement, j'étais chanceux, j'ai bien été encadré sur ce côté-là, mais je pense pas que ce soit tout le monde qui soit au courant en fonction de certaines particularités, là. Mm-hmm.
Totalement. Je pense que c'est vraiment important aussi, tu en as reparlé, mais la fertilité, de bien sensibiliser les gens à s'informer parce que, bon, malheureusement, des fois, c'est pas nécessairement proposé. Puis, vous vouliez seulement qu'un enfant, mais quand même, ça aurait été important que ce soit abordé. Puis, aussi, peut-être dans la façon que l'information est donnée. Donc, tu mentionnais, là, il donne plein de pamphlets en même temps. Encore là, peut-être que c'est pas le bon moment lors du diagnostic pour donner tous ces pamphlets-là. Peut-être qu'il y aurait une autre façon de les donner à différents moments. Donc, je ne sais pas si toi, tu as utilisé, si tu as feuilleté un peu ce qui t'avait été donné ou pas du tout. Ouais, j'ai feuilleté un peu, mais sauf que c'est de l'information dans un livre, mais il n'y a personne qui va venir cogner à ta porte dans ta chambre pour dire, OK, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu veux qu'on t'aide dans tel sujet, exemple fertilité ou autre? Il donne aussi des pamphlets sur l'alimentation, etc. Mais c'est tellement, des fois, je dirais pas mal expliqué, mais tellement vaste, tellement de zones grises que tu ne sais pas comment te sortir de ça. Puis tu ne peux pas en vouloir soit à l'infirmière pivot ou au staff médical parce que tu n'es comme pas le seul, je dirais, malade. Là, il y a d'autres gens à côté. Donc, je pense qu'avoir des ressources plus spécifiques, puis après ça, j'ai réussi à, comment dire, à aller chercher de l'info via le site de la Société de leucémie lymphome du Canada qui, j'ai trouvé des réponses qui ne paraissaient pas dans la première, comment dire, banque d'informations fournie par l'hôpital. Donc, c'est d'autres ressources que j'ai trouvées à droite ou à gauche qui ont permis de lever certains points, certains questionnements. Là. Donc, c'est un bon point pour vous, là, c'est bien. Merci. Donc, merci, Janie. Ma prochaine question est pour Mélissa. J'aimerais savoir si tu crois que cette épreuve a changé des choses chez toi. Absolument. Dans beaucoup je pense dans toutes les sphères de ma vie, ça a changé premièrement. Ça permet un petit peu de remettre un peu nos valeurs à la bonne place, comme Billy disait un petit peu plus tôt qu'il y a beaucoup de questions sur nous-mêmes, qu'est-ce qui est important dans ta vie. Pour moi, qu'est-ce qui m'a marqué dans tout ça, c'est plus que j'avais besoin d'être proche de ma famille, que mon réseau familial et amical, les relations, c'était très important. Donc, j'ai décidé, avec ma famille, de tout déménager, retourner au Québec, dans ma ville natale. Et puis aussi, je ne suis plus infirmière auxiliaire. Malheureusement, il y a des gens qui auraient pris cette expérience-là. Et puis, c'est sûr que je pourrais amener beaucoup si je travaillerais en oncologie, je pense, en tant qu'infirmière auxiliaire. Mais pour moi, de mon côté, encore, j'ai priorisé des meilleures conditions de travail, pas travailler des gros chiffres, être présente le soir, les fins de semaine pour être plus proche de mon conjoint, de mes enfants. Ça l'a amené beaucoup de positifs. C'est sûr que c'est difficile au début, mais je pense que dans mon cas, je trouve qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Peut-être que je serai encore dans l'Ouest, encore loin de tout le monde, de voir toute ma famille une fois par année. Mais c'est sûr que quand on est dedans, c'est difficile. Mais après ça, j'ai trouvé beaucoup de points positifs qui est revenu de tout ça aussi, de mon expérience, autant avec mes enfants, ça nous a appris plein de choses aussi. Puis ça change définitivement, ça a changé ma vie en tout cas. Bien, merci, Mélissa. Là, je vois le temps qui file. Je vais vous poser une ou deux questions encore. Puis, c'est une question qui va s'adresser à tous. Donc, si vous vous sentez prêt à répondre, vous pouvez y aller. Je me demandais comment s'était passé justement là, la fin des traitements. Donc, nous, on dit souvent la vie après le cancer. Comment ça s'est passé pour chacun d'entre vous? Je peux y aller. Je dirais psychologiquement, je pense que globalement, ça se passait bien parce que justement, j'avais comme réussi à me garder occupée et aussi au fait que j'avais consulté une psy qui, pour moi, a vraiment aidé à, tu sais, juste avoir comme la vie puis l'écoute de quelqu'un d'externe à toi qui te connaît pas comme ta vie, tes proches. Ça m'a vraiment aidé.
J'ai aussi l'impression que mon cerveau il a comme vite tourné la page, comme s'il voulait un peu effacer ça de ma mémoire. Mais c'est sûr que j'étais vraiment soulagée et contente que ça soit enfin derrière moi. Physiquement, ben, mes poils ils ont repoussé quand même vite, que ce soit au niveau comme des cils ou juste des poils sur mon corps. Mes cheveux, ça a poussé comme tranquillement, mais ils étaient comme vraiment frisés. J'étais habituée quand même parce que j'ai déjà les cheveux frisés, mais en même temps qu'au début, ça surprend parce que c'est comme vraiment frisé, mais en tout cas, c'est ça, c'est tout comme de l'adaptation. Puis au niveau de l'école, j'ai comme repris aussi l'école, donc ça m'a comme aidé à vraiment comme rapidement reprendre comme mon beat puis ma vie normale le plus possible. C'est sûr qu'au début, j'étais comme un peu stressée d'arriver à l'école avec un foulard sur la tête parce que mes cheveux n'avaient pas encore repoussé, mais je pense que plus tu le fais, plus ça devient comme une habitude. Puis à un moment donné, j'avais juste, je l'oubliais même, c'était comme, j'avais accepté, puis c'était comme, OK, il y a d'autres choses que mes cheveux, il y a plus important que mes cheveux aussi. Puis sinon, ben, le sport, ça a commencé quand même plus vite que je le croyais, justement parce que je me gardais le plus active que je pouvais dans les circonstances. Donc, c'était l'été, fait que c'est sûr que j'étais contente à refaire des activités là, dehors. Fait que c'est ça. Merci. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter? Moi, je peux rajouter, j'ai trouvé personnellement que l'après-cancer, c'était un petit peu plus difficile pour moi que le pendant-cancer. Juste parce que quand tu as le diagnostic, tu fais les traitements de chimio, c'est normal que tu sois fatigué. Tu as beaucoup d'aide, ben, avec les enfants aussi surtout. J'avais beaucoup d'aide. Puis après, quand on reçoit notre diagnostic, ben, pas le diagnostic, mais qu'on est en rémission, que le cancer est parti, mais les gens, la vie, elle continue pour tout le monde autour. Puis ben là, t'es fatigué, mais tu sais, plus le cancer, mais tu sais, la fatigue était encore là. Ça a été difficile pour moi de retourner au travail. Tu sais, je pouvais plus faire des 12 heures, des chiffres de 12 heures si j'étais beaucoup trop fatiguée. Fait que ça a été un petit peu plus difficile pour moi de naviguer là, après cancer. Il y a beaucoup de, justement, les remises en question. Qu'est-ce que je fais comme travail? J'ai quand même pris mon temps avant de retourner sur le marché du travail pour justement être un petit peu moins fatiguée. Ça a quasiment pris 1 an et demi après mon diagnostic de rémission que j'ai retourné sur le marché du travail. Et encore là, je faisais des demi-journées puis c'était assez pour moi. Je pense que c'est important aussi d'écouter notre corps, de pas trop se fier aux autres qui disent ben là, c'est fini, tu devrais être correct, mais de s'écouter aussi quand même après le cancer, que oui, on a toujours dans notre tête, il faudrait que je retourne travailler financièrement, oui, 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 mais aussi de s'écouter, si ton corps il dit qu'après d'avoir travaillé 5 heures, c'est assez, que tu es vraiment très fatigué, ben de s'écouter dans ce sens-là. Fait que je pense que c'est bien de s'entourer aussi, de ne pas avoir peur d'aller voir un psychologue qui peut nous aider avec ça aussi peut-être. Des fois, on se sent un petit peu plus seul. Après, moi, en tout cas, je me sentais un petit peu plus seule, moins entourée justement avec, je voyais moins de professionnels, mais mes rendez-vous avec le médecin, ils se passaient, donc je trouvais ça un petit peu plus difficile. Donc, ça a été mon expérience à moi. Merci, Mélissa. C'est vrai, c'est pas la première fois qu'on entend là, une expérience comme la tienne. C'est pour ça aussi qu'on a fait un programme dédié à la vie après le cancer. Donc, c'est vrai, absolument pertinent tout ce que tu nous partages. Mais merci. Et Janie? Oui, ben en fait, ce que Mélissa disait sur l'après-cancer, au moment du diagnostic, tout le monde est là pour toi, etc., etc., t'encourage, mais du jour au lendemain, quand tu es revenu dans une vie plus classique, entre guillemets, c'est vrai que tu peux être, je dirais pas nostalgique de ça, mais tu vois une différence. Moi, je ne l'ai pas vécu nécessairement, c'est plus ma conjointe comme proche aidant. On a eu beaucoup d'aide, mais du jour au lendemain, je suis revenu à la maison, elle a repris le travail, puis la vie continue pour tout le monde, là, ce qui est tout à fait normal aussi. Je comprends tout à fait ça. Mais fait que ça, je suis vraiment d'accord avec ce point-là. Puis, plus personnellement, quand j'ai terminé mes traitements, je n'étais pas stressé plus que ça, sauf il y avait toujours une question. Ce mois, ça a commencé avec une douleur à la rate, la leucémie. La moindre douleur que je vais avoir au niveau de l'abdomen, ça y est, est-ce que c'est reparti?
c'est que là, j'ai travaillé un peu là-dessus et puis je suis quand même suivi aux 3 mois encore pour quelques années, là. Mais il y a toujours ce côté-là de dire, OK, la moindre douleur, est-ce que c'est un autre cancer qui se développe? Est-ce que c'est la leucémie qui revient? Mais je commence à faire le vide autour de ça. Puis, très honnêtement, aujourd'hui, ça va très, très bien, là. Je pense que des fois, selon par le cheminement que l'on passe, il faut aussi se dire, c'est passé, maintenant on avance. Il ne faut pas trop regarder en arrière, même si euh, on l'a vécu différemment, avec des expériences différentes. Il faut quand même se concentrer sur l'avant et puis positiver quand même, parce que sinon, toujours broyer du noir ou autre, se remémorer des vieux souvenirs mauvais, c'est pas l'idéal. Fait que faut avancer et puis se focusser sur l'avenir et sur le positif, là. Non, mais je pense que c'est un beau mot pour conclure. Donc, je vais arrêter mes questions ici. Le temps file. Par contre, je vous demanderai de rester les caméras allumées. Je vais passer aux questions. Je sais qu'on a des questions pour Billy, mais peut-être qu'on en a aussi pour vous. Donc, bien, merci encore une fois de votre présence puis de votre participation. Donc, Billy, je vais commencer avec une première question qui t'était adressée. En fait, c'est quelqu'un qui demandait si les effets secondaires pouvaient être permanents. Mais c'est sûr qu'il y a une grande variété d'effets secondaires. Là, j'en ai abordé quelques-uns, mais il y en a tellement, ils varient tellement selon les maladies, selon les traitements de chimiothérapie, d'immunothérapie que vous allez avoir. Mais globalement, la majorité des symptômes vont finir par disparaître ou la majorité des symptômes vont finir par être pas mal moins présents ou l'intensité va diminuer. Mais malheureusement, il y a quand même certains symptômes ou certains effets secondaires, conséquences qui peuvent rester. Je pense par exemple à certains traitements de chimiothérapie qui viennent endommager littéralement votre cœur. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle une fraction d'éjection du ventricule gauche. Donc, je ne ferai pas un cours d'anatomie, mais c'est tout simplement pour dire que votre cœur va être moins en état pour la suite parce que les traitements de chimiothérapie ont été endommagés. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on voit comme ici et maintenant, c'est avec des tests diagnostiques, mais c'est une conséquence qui va demeurer naturellement permanente. Il y a certaines personnes aussi qui ont ce qu'on appelle le chemobrain, le brouillard cérébral, donc qui ont un petit peu plus de difficultés de concentration ou, admettons, ils écrivent un courriel, ils oublient des mots, des choses comme ça. Mais ça, c'est des choses qui peuvent rester quand même très longtemps. Et il y a certains types de chimiothérapie et d'immunothérapie plus particulièrement qui amènent ces symptômes-là, mais globalement, la majorité des symptômes vont se résorber, je vous dirais. Puis, mais justement, une question qui fait un peu suite, puis bon, je sais que tu as certaines connaissances là-dessus, c'est une question qui vient de nous être posée. En fait, c'est une personne qui demande, après une greffe de cellules souches, combien de temps environ pour reprendre une vie normale? Bon, ben, c'est sûr que ça dépend du type de greffe de cellules souches. Si on parle généralement avec les jeunes adultes, c'est plutôt avec des allogreffes, qui soient apparentées ou non apparentées. Donc, c'est des greffes qui proviennent soit de quelqu'un de votre famille qui est compatible au niveau génétique ou quelqu'un qui provient d'un répertoire international. Donc, ça, c'est quand même, pour donner cette greffe de cellules souches-là, ça nécessite des traitements de chimiothérapie qui sont assez intenses, qui vont amener beaucoup d'effets secondaires. Donc, les effets secondaires, je vous dirais que c'est à peu près, la plupart des effets, ça peut prendre peut-être 3 à 6 mois avant qu'ils se résorbent après une greffe de cellules souches. Par contre, ce qu'il faut faire attention avec ces symptômes, avec les greffes de cellules souches, comme je vous disais, qui proviennent d'une autre personne, c'est les réactions du greffon contre l'autre, ce qu'on appelle en anglais les graft versus host disease, les GVH. Ça, c'est des symptômes qui peuvent revenir de manière aiguë ou de manière chronique. Et ça, dans ce cas-là, il y en a certains, malheureusement, qui peuvent rester toute votre vie, qui vont devenir chroniques. Donc, ça se peut que vous vous sentez bien pendant peut-être 6 mois où la plupart de vos symptômes post-chimiothérapie sont partis, mais qu'il y a un autre symptôme qui se produit, puis là, vous avez peut-être des crampes à l'estomac qui vont rester pendant encore quelques mois. Ils peuvent redisparaître, ça peut être autre chose. Donc, les greffes de cellules souches, c'est un petit peu plus compliqué, malheureusement, mais ça permet généralement de guérir pas mal plus. C'est un traitement plus agressif, mais c'est un traitement qui a vraiment, vraiment des beaux effets par la suite pour combattre le cancer.
Et merci, Billy. Puis on va poursuivre encore avec une question un peu sur la même thématique, mais cette fois-ci, elle s'adresse aux panélistes. Donc, si quelqu'un souhaite y répondre ou si vous voulez tous y répondre, il n'y a pas de problème. Donc, la question, c'est, avez-vous encore des symptômes physiques tels que, par exemple, des crampes ou de la neuropathie, malgré que vous êtes tous en rémission? Oui, Janie? Personnellement, non, j'ai plus d'effets secondaires liés à ça durant les traitements. Oui, là, je m'en souviens. Ouais. Des fois, j'avais des crampes, les doigts qui étaient crispés. Mais aujourd'hui, non. Non, non, j'ai vraiment plus aucun symptôme. La concentration est revenue. Au tout début, oui, j'avais des fois pas des trous de mémoire à oublier quelque chose, mais des difficultés à me concentrer, etc. J'avais aussi des douleurs articulaires qui se sont vraiment estompées avec le temps. Puis aujourd'hui, honnêtement, quelqu'un qui ne sait pas que j'ai eu un cancer, il ne le voit absolument pas. C'est vraiment revenu à 100% fonctionnel. Honnêtement, ça va très, très bien. Fait que pas d'inquiétude. Là, ça va plus ou moins, enfin, selon les personnes, ça va être plus ou moins de temps à s'en remettre, mais ça fait 1 an et demi, là, et puis ça va très, très, très bien. Oui, parfait. C'est sûr, c'est encourageant pour la suite des choses. C'est sûr que chacun peut le vivre différemment, mais quand même, ça nous encourage. Est-ce que, Mélissa, tu voulais peut-être aussi ajouter? Personnellement, moi, je ne sens plus le chaud et le froid sur mes doigts et mes pieds. J'ai un petit peu moins de sensation dans les pieds aussi. S'il y a une mouche sur mes orteils, je ne le sens pas. Mais encore là, tu vois, avant, c'était pour mes jambes, c'était jusqu'à mes genoux et maintenant, c'est seulement de la cheville en descendant. Puis les doigts, mais j'ai pas de douleur, c'est vraiment juste le chaud, le froid. Si je mets mon doigt pour voir si la soupe est chaude, je sais pas. Peut-être un petit peu la concentration, mais ça aussi, ça pourrait être le fait que je fais français, anglais, mais je cherche souvent mes mots, je sais pas si c'est relié. Des fois, on pense toujours que ça peut être relié à nos traitements d'avant, mais ça peut être d'autres choses aussi parce que, comme on disait un peu, les effets secondaires, la greffe de cellules souches a fait que je suis maintenant en ménopause, qu'on dit. Donc, il y a aussi le jeu des hormones là-dedans que mon corps en produit moins. Donc, ça peut aussi créer des effets sur beaucoup de choses. Donc, c'est difficile à dire si ça a été à cause de la cellule souche ou autre chose, je ne sais pas. On apprend à vivre avec les effets secondaires, mais tu sais, c'est beaucoup moins pire que qu'est-ce que c'était avant. Donc, C'est ce que j'allais dire, tu nous dis que ça s'améliore quand même, donc je pense que c'est encourageant aussi là, pour la suite des choses. Exact. Puis on apprend à célébrer les petites victoires aussi en passant avec les chimios, donc je ne m'en fais pas avec ça. Merci. Puis Marie-Pierre, toi, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Moi, non plus, je ressens plus vraiment aucun effet secondaire. La seule chose qui est comme restée, qui est un peu spéciale, mais en tout cas, c'est que mon doigt, il gèle comme quand il fait froid, il devient blanc. Juste un de mes doigts. Mais tu sais, je sens encore tout. Puis j'ai parlé à mon oncologue, il me dit que c'était des effets normaux. Alors, bon, c'est correct, mais c'est comme la seule chose. Puis c'est vraiment minime, là, fait que... Ah ben, parfait, ben, merci beaucoup. Donc, on va poursuivre avec une autre question pour Billy. Donc, une personne était intéressée là, à avoir un peu des témoignages liés aux protocoles de chimio qui sont parfois très lourds puis qui causent beaucoup d'effets secondaires. C'est sûr qu'il y a tellement de protocoles de chimiothérapie. Généralement, surtout avec l'immunothérapie et les nouvelles molécules, il y a des effets secondaires qui sont très variables. Ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est sûr que si vous avez une greffe de cellules souches, les traitements, c'est normal qu'ils soient plus intenses aussi parce qu'on veut détruire votre moelle osseuse pour en implanter une nouvelle. Donc, il faut que les traitements soient tellement efficaces que ça risque de vous amener d'autres effets secondaires. Sinon, il y a certaines chimiothérapies aussi qui vont vous amener des effets ponctuels, mais généralement, les professionnels de la santé, on a accès à un arsenal de médicaments qui nous permet de corriger ça. Mais pour vous parler plus spécifiquement de certains médicaments, vous connaissez peut-être les alcaloïdes de la Vinca,
Le nom ne vous dit peut-être pas quelque chose, mais vous l'avez peut-être vu, vous allez peut-être le voir. C'est des médicaments qu'on appelle, qui comportent entre autres la vinblastine, la vinorelbine et la vincristine. Donc, c'est des médicaments qui sont de couleur rouge, donc vincristine rouge, etc. Donc, ces médicaments-là ils sont très, très, très dommageables pour la moelle osseuse. Donc, ils vont amener des effets secondaires, pas forcément sur le coup, mais si on attaque la moelle osseuse avec la chimiothérapie et qu'on la détruit, bien, dites-vous que la production des plaquettes peut arrêter, la production des globules rouges aussi et la production des globules blancs. Donc, c'est sûr que qui dit plaquettes dit coagulation, dit temps de saignement retardé. Vous allez pouvoir peut-être saigner des gencives si vous pensez à la soie dentaire. Des fois, il y a des gens qui saignent, qui font des ecchymoses, des bleus quand ils se cognent. Au niveau des globules rouges, c'est sûr que si on a moins de globules rouges, donc c'est moins de sang qui circule, plus essoufflé facilement, la fatigue vient pas mal plus. Ça peut mener à des transfusions sanguines. Il y a bien d'autres symptômes. Globules blancs, on parle des risques d'infection très importants. Qui dit infection dit fièvre, dit risque d'être hospitalisé, dit risque d'infection au cathéter veineux central. Donc, je vous dirais que les chimiothérapies les plus intenses pour la greffe de cellules souches, ce n'est pas pour rien qu'on hospitalise les gens, c'est qu'on veut prévenir la majorité de ces symptômes-là et c'est vraiment réfléchi en conséquence. Si vous avez des chimiothérapies en clinique externe ou en clinique ambulatoire, généralement, on considère que c'est assez sécuritaire de vous envoyer à la maison en faisant tout simplement attention de ne pas rencontrer trop de personnes, de se laver les mains puis de faire attention un peu. Et vous ne devriez pas avoir trop de symptômes. Mais c'est sûr que si vous avez des symptômes inhabituels, mais dans ce cas-là, il faut en parler à votre équipe médicale ou votre infirmière pivot. Justement, pour suivre un peu cette question-là, la question suivante était comment savoir à quel moment il est nécessaire de consulter un professionnel pour gérer les différents symptômes ressentis? Ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Au début, c'est normal de moins savoir quels symptômes je devrais appeler mon infirmière pivot, à quel moment je devrais m'inquiéter. Donc, il y a quand même une période d'adaptation qui est tous les écrits scientifiques, puis je pense que les membres de notre panel pourraient en parler aussi, mais c'est normal qu'au début, ça ne soit pas facile et de se demander justement quels symptômes j'appelle, quels que je n'appelle pas. Généralement, c'est sûr qu'on vous donne des documents avec certains symptômes et on peut tenter d'aller sur Internet pour voir est-ce que c'est normal ou pas normal ou d'appeler InfoSanté, mais il faut faire attention avec ces ressources-là. Vraiment, les infirmières pivots, c'est votre première ressource que vous devriez contacter. Les symptômes, je vous dirais, l'apparition d'un nouveau symptôme qui n'est pas tant désagréable ou qui est un peu désagréable, mais qui n'a pas tant de conséquences. Donc, admettons, vous faites une diarrhée. Je vous dirais généralement juste de surveiller si ça se produit. Si vous avez des nausées, vomissements, mais déjà, il y a peut-être des médicaments qui ont été prescrits, que vous avez peut-être accès dans votre liste de médicaments. Il faudrait juste voir si ça a été pensé. Pour les symptômes qui demandent de consulter peut-être votre infirmière pivot, c'est l'apparition de rougeur, de démangeaisons, de choses que vous n'avez pas eues par le passé. Surtout si vous avez un cathéter veineux central, que vous voyez qu'il y a un écoulement, que votre pansement il est plus blanc ou il est plus transparent, il y a quelque chose qui se produit. Ça, il faut vraiment communiquer rapidement avec votre équipe médicale. Mais c'est sûr qu'il y en a d'autres. Et pour les symptômes dangereux que je pourrais appeler, donc si vous avez des douleurs à la poitrine, des difficultés d'élocution, donc ça peut être des symptômes qu'on peut associer soit aux infarctus, aux crises cardiaques, ou pour les difficultés d'élocution, c'est plutôt associé aux AVC. Donc ça, c'est des fois des choses qui peuvent se produire avec des troubles de la coagulation. Mais ça, il ne faut pas communiquer avec l'infirmière pivot, il faut communiquer avec le 911 ou se présenter à l'urgence. Donc, bien important, il y a une gradation des symptômes en fonction de la sévérité, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je vous dirais, il y a tellement de symptômes différents. Merci. On va terminer avec une ou deux questions, puisque, encore une fois, le temps file. Mais merci pour toutes les questions qu'on a reçues. Celles qu'on n'a pas eu le temps de répondre de vive voix, on va faire un suivi par courriel. Donc, une des questions, c'était si vous aviez des conseils, Billy, pour mieux gérer les différents symptômes. Désolée, je redis une question que j'ai dit. Si vous avez des conseils pour faciliter le retour au travail ou aux études après un cancer? Oui, j'ai plein de choses. Oh, c'est sûr qu'on avait un temps limité, mais je vais vous montrer en fait. Vous ne connaissez peut-être pas le site Cancer et Travail qui est en fait, ça a été créé en anglais à la base, mais il a été traduit, c'est Cancer and Work, donc cancerandwork.ca/FR pour version française. Moi, je suis sur l'onglet Survivant, mais à l'intérieur de ce site-là qui a été fait en collaboration avec des personnes
atteintes d'un cancer avec des professionnels de la santé, avec des chercheurs. Il y a tout plein de trucs, tout plein de conseils. Il y a des outils que vous faites vous-même vous évaluer. C'est vraiment bien. C'est plutôt centré sur le travail, mais il y a certains trucs qui peuvent marcher pour les études aussi. Donc, je vous invite vraiment à consulter. C'est gratuit. Et il y a vraiment tout plein de trucs. Je ne vais pas passer au travers de tout ça, mais on peut voir, admettons, reprendre le travail au resto au travail. Bien, il y a des questions qu'on peut se poser. On peut évaluer notre autonomie, évaluer notre niveau d'énergie et établir un plan de travail pour le retour au travail. Donc, c'est vraiment le fun comme ressource et on n'en parle vraiment pas assez. Mais ça, je ne vais pas vous donner des exemples parce que le site est tellement complet à ce niveau-là. Bien, merci pour la ressource là, qui, effectivement, peut être super utile pour plusieurs personnes et qui regorge là, de différents outils. Bien, merci beaucoup. Donc, la dernière question pour le mot de la fin, une réponse peut-être courte si possible pour chacun des membres du panel. Donc, à savoir, que diriez-vous à une personne qui vient d'être diagnostiquée d'un cancer du sang? Donc, Mélissa? Ah, je sais pas. Faut que j'y pense. En seconde. Est-ce que Janie ou Marie-Pierre... Ah, Janie, je vois que tu as ouvert ton micro. Ah ouais, ben, de pas, comment dire, de pas désespérer. C'est pas parce qu'on reçoit un diagnostic de cancer, peu importe la tranche d'âge, que demain matin c'est fini, là. Non, non, je me souviens encore de ce que mon médecin m'a dit, on vise la guérison, là. Au jour 1, on vise la guérison, fait que c'est sûr qu'on va passer par des émotions différentes. Puis chaque petite victoire, faut la savourer, là. Quand je voyais mes résultats de prise de sang chaque matin, les globules qui montaient, descendaient, etc., je voyais que la chimio faisait effet. C'est ça, c'est des petites victoires qu'il faut savoir savourer puis apprécier. On ne se le cachera pas, c'est sûr que pour mon cas, l'induction, ça a été très difficile, mais il faut passer par là. Il faut passer par là, et puis honnêtement, le jeu en vaut vraiment la chandelle par la suite. Le retour à une vie active, c'est sûr, c'est pas du jour au lendemain, mais ça va arriver. Il faut vraiment persévérer puis y croire, là. Puis le soutien est extrêmement important. Entourez-vous de gens sur lesquels vous pouvez vous fier, etc. Et puis vous allez voir que c'est selon le protocole, c'est plus ou moins long, certes, mais vous n'êtes pas tout seul, là, honnêtement. Allez chercher de l'aide et puis parlez-en. Mais faut y croire. Faut y croire et puis ça ira bien. Ah, c'est vraiment bien dit. Est-ce que Marie-Pierre ou Mélissa, vous voulez ajouter quelque chose? Ben, un peu, moi, dans la même veine que Janie vient de dire, mais je pense que juste de le prendre au jour le jour, c'est super important. Moi, je me disais toujours, tu sais, aujourd'hui, c'est pire qu'hier, mais non, c'est pire que demain, mais c'est moins pire tu sais, ça va mieux qu'hier. Oui. Je me suis trompée, mais puis je pense, tu sais, moi, ce qui a vraiment aussi fonctionné, c'était d'avoir un petit but à la fin. Tu sais, ça peut être n'importe quoi, comme avoir quelque chose que tu es excité pour après. Tu sais, par exemple, moi, c'était comme avoir fait un petit road trip en camping, tu sais, au Québec. J'étais juste ça de pouvoir le préparer, ça me changeait les idées. Puis, tu sais, j'étais excitée d'avoir enfin terminé pour avoir comme une petite victoire, puis pouvoir profiter après. Fait que je pense que c'est juste comme, tu sais, de vivre au jour le jour, mais de voir aussi l'aspect plus comme bigger picture que, tu sais, ça... C'est ça, faut garder espoir, c'est sûr. Ah, mais c'est vraiment des bons conseils, des bons trucs. Mélissa, est-ce que tu as quelque chose que tu vas ajouter? Ah, c'est un peu comme les deux autres participants, mais premièrement, la première fois, juste respire. C'est un gros coup au début, ça fait peur. C'est épeurant pour tout le monde, c'est l'inconnu, mais c'est vrai que c'est au jour le jour. Il y a des jours que ça va moins bien, mais il y a aussi des jours que ça va super bien, puis que ça nous fait apprécier les petites choses, la vie, les petites victoires, comme Janie disait. Et aussi, peut-être juste un petit conseil que moi, que je trouvais ça bien, c'est d'avoir quelqu'un qui venait avec moi pour mes rendez-vous et qui prenait des notes, écrire mes questions avant. Parce que quand on arrive avec notre oncologue, on est un peu stressé, surtout si c'est après un scan ou on est un peu nerveux. Donc, avoir quelqu'un qui est là pour poser nos questions, les écrire, parce que là,
te poser quelques questions, mais tu te rappelles plus qu'est-ce qu'il a dit. Puis, donc, vraiment, c'est ça, de s'entourer, que ça va bien aller. C'est difficile, mais ça va bien aller. Merci, Mélissa. Un très bon truc aussi d'avoir quelqu'un avec soi ou peut-être même parfois de demander si c'est possible d'enregistrer avec son téléphone aussi. Si la personne accepte, bien, ça peut être utile pour la suite. Merci à vous quatre, vraiment pour la générosité de votre temps, de vos partages aussi. Donc, un gros merci à tous. Puis, pour vous à la maison, merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas que nous sommes là pour vous aider. Donc, si vous avez besoin de ressources, de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec nous en composant le 1-833-222-4884, poste 1014, ou par courriel à québecinfo@commercial-lls.org. Donc, prenez note aussi qu'un court sondage va vous être envoyé après la webdiffusion, si c'est possible, de prendre un petit moment pour y répondre afin de nous aider à planifier des événements en ligne qui sont utiles dans un futur rapproché. Donc, encore une fois, merci à tous, bon appétit et bonne soirée. Merci.